Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. On continue aujourd'hui avec Leslie. Leslie Labbé, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Lille quand elle venait présenter son rapport de fin d'études. Elle a fait l'école du Louvre et elle a fait un rapport sur ce que la muséothérapie peut apporter, tous les éléments en relation avec le bien-être dans les institutions culturelles. Et elle a une très riche expérience parce que d'un côté, elle est intervenue pour Culture et Hôpital pendant 2 ans où son rôle était de mettre en place des activités pour les publics très spécifiques qui sont les publics qui ont des problèmes neurodégénératifs avec différentes structures, que ce soit les structures muséales, les structures hospitalières et les associations. Et depuis un moment, elle est au Canada et elle travaille sur la mise en place des protocoles de recherche, toujours à la fois un rôle de coordination, mais également et toujours ce composant santé et bien-être, mais plutôt sur l'aspect recherche. Est-ce que Leslie, j'ai oublié quelque chose? Non, je ne mets pas exactement en place des protocoles de recherche, je les applique plus, mais D'accord. et je coordonne l'écriture d'un ouvrage aussi actuellement. Voilà, c'est principalement ça. D'accord, chouette. Donc, merci pour cette précision, sachant que aujourd'hui, on va vraiment diriger notre discussion sur plutôt la première partie de ton travail, c'est-à-dire comment tirer bénéfice comment mettre en place des actions avec ces 2 types de structures qui sont à la fois les structures culturelles et les structures hospitalières pour que ça puisse être le plus bénéfique possible et le plus souple et fluide possible. Enfin, le rêve, en gros. Est-ce que ça vous va, ça, comme programme? Donc, on va se parler à peu près pendant une quarantaine de minutes. Moi, je vais poser des questions à Leslie. Et puis après, la balle est dans votre camp et vous pouvez lui poser toutes vos questions. Ça va? Oui, oui, Donc, très bien. parfait. Alors, Leslie, dans un premier temps, je voulais savoir quels sont les principaux obstacles à la création d'un partenariat entre musées et institutions de santé, selon toi, d'après ton expérience? Pour moi, le premier obstacle, c'est les peurs et les réticences qu'il peut y avoir d'un côté ou de l'autre. Mhm. En fait, moi, ce que j'ai remarqué souvent en mettant en place des partenariats, c'est que de prime abord, alors de moins en moins, parce qu'on parle de plus en plus de care au musée, de muséothérapie, de tout ça, mais il y avait quand même des réticences à la fois du côté des professionnels de culture, parce que ils ont souvent peur qu'on les associe à des soignants, ce qui n'est pas le cas, mais surtout ils ont peur de ne pas être compétents
pour accueillir ce genre de public ou pour mettre en place ce type d'action. Et du côté des professionnels de santé, parfois il y a de la réticence parce que soit ils sont assez sceptiques sur les potentiels effets, sur les potentiels bénéfices qu'il peut y avoir, ou alors, il y a plusieurs choses. Il y a aussi qu'ils ont peur du manque de moyens, c'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà dans des sous tension en fait. Donc, ils se disent, bah, en fait, j'ai pas les moyens ni en temps ni en ressources humaines de mettre ça en place. Souvent, c'est ça. Et pour moi, c'est le tout premier obstacle, c'est celui-là. C'est les peurs de chacun et les réticences qu'il peut y avoir à mettre en place ces programmes. En réalité, c'est pas assez facile à surmonter, mais si, en fait, par le dialogue, on peut les surmonter complètement. Déjà en apportant des informations assez claires et en dialoguant tout simplement, en écoutant ses peurs, en les accueillant et en se disant et en rassurant. En fait, je pense que c'est ça qui est important. Enfin, moi, c'est de mon expérience, c'est ça. C'est rassurer et dire, en fait, on aura des solutions, on va faire des compromis, on va trouver un entre-deux qui va nous permettre de collaborer. Après, je pense aussi que quand on met en place ce type de partenariat, il faut avoir en tête qu'on ne pourra pas convaincre tout le monde. Très souvent, nous, si on va chercher des personnes, c'est qu'on est déjà convaincu, c'est qu'on est sûr que ça va marcher et on a du mal à comprendre qu'en face, bah, des fois, on nous répond parfois un peu sur la défensive. Mais en fait, ça fait partie du jeu. On ne convaincra pas tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde non plus, ni pour tout le monde côté culture, ni pour tout le monde côté santé. Je pense qu'il y a une certaine sensibilité au sujet à avoir pour bien le faire. Ça ne sert à rien d'amener des gens sur ce terrain-là qui n'ont pas forcément envie d'y être. Et c'est pas grave. Enfin, voilà. Et Mais un autre quand obstacle. Leslie, tu dis, pardon, je t'ai Non, coupé. non, vas-y. Non, non, il n'y a pas Quand de tu souci. dis que, par exemple, un des obstacles, c'est on n'a pas le temps. Ouais, J'imagine que l'autre obstacle, peut-être pour accueillir ces personnes très particulières, spécifiques, on a besoin d'avoir des personnes compétentes. ouais. Donc, le manque de temps, le manque de budget, le manque de compétences, ça, c'est trois problématiques qui peuvent ressortir de part et d'autre. Mhm. Et j'imagine que une association telle que celle dans laquelle tu étais vient combler en amenant de la compétence, en amenant son temps et en amenant de la disponibilité en fait. Oui, oui, bah, nous, c'était pleinement notre rôle, en fait. On servait de pivot, de lien. On apportait bah, des personnes formées pour ces publics-là. En fait, quand on accompagnait les bénéficiaires qu'on avait, donc des personnes atteintes de maladies neuroévolutives et leurs aidants, nous, on était formés. Et en fait, ce qu'on disait aux médiateurs, c'est ce n'est pas à vous de gérer s'il y a des crises, des problèmes, etc. Nous, on était là pour ça. Nous, on était là pour accompagner et pour sécuriser, en quelque sorte, tout le monde. C'est-à-dire le médiateur Mhm. reste dans son rôle. Souvent, quand même, c'était des médiateurs formés aux maladies neuroévolutives, ne serait-ce que pour adapter leur discours, etc. Mais chacun restait dans son rôle. C'est-à-dire, nous, on était là pour assurer s'il y avait une personne qui se sentait pas bien, qui avait besoin de s'isoler, qui d'un coup, je sais pas, on a eu une personne une fois qui a fait une crise de larmes tellement elle était touchée par les œuvres. Bon, en Mhm. fait, on ne laisse pas le médiateur seul avec le groupe. Nous, on était Démunis. là. Oui, voilà, c'est ça. Et Mhm. ensuite, oui, pour les côtés logistiques, il peut y avoir aussi des solutions. Euh, Par exemple, côté institution de soins, nous, à un moment, on mettait en place des concerts toutes les semaines où on invitait notamment des EHPAD à venir assister à ces concerts. Et dans les EHPAD, il y avait un manque de moyens, il y avait un manque de ressources humaines pour Mhm. accompagner ces patients. Alors, c'était des EHPAD vraiment qui étaient à côté de la salle de concert, mais c'était simplement faire le trajet à pied de l'EHPAD à la salle et avoir quelqu'un sur place, c'était compliqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux EHPAD voisines. Elles se sont mises d'accord pour s'alterner
et accompagner en fait leurs résidents une semaine sur 2 par exemple. Et en fait, ça permettait de réduire le nombre de ressources humaines de chaque EHPAD parce qu'en fait, elles mutualisaient les ressources. Il y a des solutions comme ça en fait qu'on peut trouver. Après, je dis pas qu'il y a des solutions pour tout. Il y a des fois, il y a un manque de moyens et malheureusement, ça sera un vrai obstacle. Mais on a quand même des solutions à trouver. Les musées, bah, il y en a beaucoup qui le font, qui font du hors les murs dans les hôpitaux. Parce que déplacer des patients, c'est toujours compliqué. Déjà, ils ne peuvent pas tous se déplacer parce que ça demande de mobiliser des soignants qui, bah, du coup, ne sont pas mobilisés sur d'autres choses. Ça demande un transport. C'est parfois vraiment compliqué à mettre en place. Alors, quand on le peut, c'est super. Mais quand on ne peut pas, on peut trouver d'autres solutions comme le hors les murs pour quand même faire bénéficier du contenu du musée, en quelque sorte. Bien sûr, Donc, bien sûr. Donc, on a ce dialogue-là. Ce que j'ai aussi noté, c'est que tu disais, ben voilà, quand quelqu'un n'est pas convaincu, on va pas le convaincre, mais pour ceux qui ont envie, il y a moyen de mettre en place. J'aimerais juste revenir à quelque chose, c'est faire cette distinction entre care et cure. C'est-à-dire, dans quelque chose un peu comme ce que moi je mets en place, Mindful Art, il n'y a pas ce besoin de cadre spécifique parce que ça s'adresse à tout le monde. C'est ouais. une volonté de ma part que ça puisse toucher le plus largement possible. Mais vous vous adressez à un public spécifique, donc c'est même si c'est donc il y a à la fois le public qui change et à la fois l'objectif, c'est-à-dire pour vous, il peut y avoir un objectif de santé spécifié, Ouais. recherché, alors que dans un autre cas, il peut juste y avoir une volonté d'offrir un espace d'exploration, un regard différent sur le musée, une accessibilité plus grande, une plus grande aisance par rapport aux œuvres. Mais naturellement, il va y avoir des effets bénéfiques et des effets thérapeutiques, mais ils sont ni nommés ni recherchés. C'est Qui ça. veut les prend et Ouais. qui ne veut pas ne les prend pas. Oui, mais en fait, donc c'est ça, tu l'as très bien expliqué. Il y a le cure d'un côté qui, moi, j'appelle la muséothérapie pour ce qui s'agit du musée. C'est-à-dire que le mot thérapie, il est très précis pour les soignants. C'est la thérapie, c'est on a une pathologie, ou en tout cas on a un problème, on va dire. On va poser des objectifs thérapeutiques dessus. Donc ça, c'est qu'un soignant habilité qui peut le faire. Il va poser des objectifs thérapeutiques sur cette pathologie pour résoudre des symptômes, pour amener, je ne sais pas, à l'autonomie, etc. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer une solution, donc qui peut être médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc, par exemple, les musées, ça pourrait être non médicamenteuse, ça existe déjà, les thérapeutiques non médicamenteuses. Et ensuite, il va, ce soignant, évaluer les effets. Donc, est-ce que cette proposition, elle a fonctionné ou elle n'a pas fonctionné? Donc là, on voit bien que tout ce qui est de l'ordre du cure pur thérapeutique, c'est vraiment dans l'ordre d'un suivi. En réalité, ces actions-là, elles sont forcément plus compliquées à mettre en place que des actions de care, parce que ça demande déjà une vraie volonté côté soignant, de suivi, et une vraie adhésion en fait à l'idée que le musée ça fonctionne. Et puis ça demande une collaboration beaucoup plus étroite, en fait, un dialogue peut-être plus étroit, etc. Maintenant, cette idée de muséothérapie, elle a aussi pris dans son siège, et c'est super, toute cette idée de care. Donc ça va être tous ces accompagnements où parfois il y a des soignants, mais où en tout cas il n'y a pas d'objectif thérapeutique dit à l'avance. Et il n'y a pas de... Ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. C'est pas parce qu'il y a de la muséothérapie que le care c'est moins bien. Non, si on fait du care, c'est déjà super en fait. C'est déjà génial et comme tu le dis, il peut y avoir des bénéfices thérapeutiques, juste qu'on ne les évalue pas. On ne les pose pas à l'avance et on ne les évalue pas. Mais oui, bien sûr que ça peut faire du bien même au niveau de la santé. C'est juste que tant qu'on ne l'évalue pas, on ne peut pas affirmer c'est thérapeutique parce qu'on n'a pas un soignant qui fait le suivi. Voilà, c'est simplement ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'actions de care dans les musées.
J'inclus même les actions qui se font avec les hôpitaux ne sont pas forcément du cure. C'est pas parce que c'est fait avec un hôpital que c'est du cure. Mais évidemment qu'on va venir quand même soutenir le bien-être, le mieux-être de patients qui rencontrent des difficultés dans leur vie et sans doute, on est même quasi sûr, que ça aura un impact thérapeutique. Mais tant qu'on ne l'évalue pas, on ne peut pas dire que c'est de la thérapie et donc on ne peut pas dire que c'est du cure. C'est juste ça. Enfin, pour moi, c'est Merci la beaucoup. Oui, je pense que c'est important pour qu'on puisse un peu voir les différences. Quoique, il y a un point où je suis pas tellement d'accord avec toi. Vraiment, ça dépend de chaque cas. C'est-à-dire que pour le care, étant donné qu'il n'y a pas ce substrat, déjà cette, c'est, cette structure qui dit, voilà, j'ai des publics atteints de telle pathologie, je voudrais bénéficier de l'espace de votre musée. Jusqu'au moment où les musées n'étaient pas eux-mêmes très convaincus que ça fonctionne bien et que ça ouvre, c'était très compliqué. Oui, oui, oui. Non, je te dis aujourd'hui, hein, C'était je te parle vraiment jusqu'à d'aujourd'hui. il y a 2, 3 ans, ça cherchait sa place. Ouais. C'était complexe. Maintenant, ça devient beaucoup plus simple. Mais donc, c'est vraiment quelque chose en évolution. Non, c'est ça, je te parle d'aujourd'hui, la situation actuelle. C'est clair qu'il y a 2-3 ans, on en parlait beaucoup moins. C'est vraiment, il y a eu un espèce de raz-de-marée et d'un coup, il y a eu énormément d'actions mises en place. Oui, Mais oui, je suis au courant parce que j'étais là il y a 6 ans. Je me rappelle bien de comment c'était galère. Mais pour revenir à des questions par rapport à cette jonction santé et bien-être, comment est-ce que, à ton avis, on peut au mieux développer un langage commun? Parce que, voilà, pour quelqu'un qui est dans le domaine de santé, on n'utilise pas forcément le même vocabulaire, le même champ lexical, hein. ouais. Et quelqu'un qui est dans le musée non plus. Comment créer ce champ lexical commun qui nous permet de nous comprendre? Je crois que enfin, la solution, c'est comme dans beaucoup de dialogues quand on rencontre quelqu'un, c'est venir sans a priori. Même si on a, tu sais, c'est le moins on a de connaissances sur un sujet, le plus on a envie d'en parler parfois. Mais en fait, il faut se rendre compte que même si on a, par exemple, moi j'ai des proches qui sont des soignants, etc. Même si j'ai ça, je connais pas ce monde-là. Voilà. Et je le connais un peu, mais je connais un tout petit peu en fait. Donc je pense que dans ces dialogues-là, il faut arriver un peu très ouvert à l'autre et un peu naïf en fait, en se disant je vais apprendre aujourd'hui cette personne-là, je vais écouter ses craintes, je vais écouter ses réalités, parce que c'est sûr qu'on est très différents. Je me mets du côté de la culture, moi, mais en fait, on n'a pas les mêmes dialogues, mais on n'a pas les mêmes fonctionnements d'institutions, on n'a pas les mêmes réalités, même si souvent on a un service public qui est sous tension de manière générale, donc souvent on a des difficultés communes quand même, mais pour autant, on n'a vraiment pas les mêmes enjeux non plus. Donc, forcément, il faut qu'on soit à l'écoute l'un de l'autre pour se comprendre. Et je pense qu'il ne faut pas se formaliser aussi parfois sur le ton que peut avoir certaines personnes. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui parfois sont réticentes. Parfois, il faut juste les rassurer. Et il ne faut pas se braquer ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça arrive, je pense que ça t'est arrivé aussi, Marjane, d'avoir des gens qui sont un peu réticents et qui du coup vont être un peu en tension face à nous. Et il ne faut pas qu'on réponde à cette tension par de la tension. Il faut vraiment, je pense, être à l'écoute, trouver un langage commun et surtout, il faut se dire que les soignants, par exemple, à qui on parle, ils ne sont pas forcément familiers des musées. Parfois, ils n'y connaissent rien du tout, ils n'y vont jamais. Et c'est pas pour Pardon. autant qu'ils ne pourront pas mettre un programme en place qui est intéressant pour leurs patients. Il faut du coup leur faire comprendre, comme à tout un chacun, l'intérêt en fait qu'il y a de venir au musée. Je raconte souvent cette anecdote, mais une fois je suis allée former des cadres de santé et une des premières choses qu'une des personnes a dit dans la salle quand je suis arrivée, c'est ah moi le seul musée que j'ai visité c'est le musée de la saucisse. Bon, c'était pour désamorcer, tout le monde a rigolé, moi aussi, il n'y a pas de souci. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ah, j'ai quelqu'un qui vient de parler des musées, mais moi, ça ne m'intéresse pas forcément beaucoup. Et en plus, j'y connais pas grand-chose.
Et en fait, ça m'a aidée parce que du coup, moi, ça m'a aidée à comprendre qu'en face de moi, j'avais des gens qui parfois, sont pas familiers, c'est tout. Et du côté du soin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en face d'eux, ils ont des personnes qui sont pas familières, du soin. Après, non, j'allais dire peut-être qu'eux, ils sont plus habitués parce que c'est leur travail aussi d'expliquer à chaque fois à leurs patients, qu'est-ce qui va se passer. Mais là, ils doivent faire, comprendre comment fonctionne leur structure, quelles sont leurs réalités, et cetera. Et je pense simplement que dans ces dialogues-là, il faut vraiment être à l'écoute des difficultés qu'il y a en face, à l'écoute de l'autre et essayer de chacun trouver des compromis pour trouver un terrain d'entente, en fait. Mais il n'y a pas besoin de vocabulaire très précis. On n'a pas besoin, nous, en tant que professionnels de culture, de savoir, par exemple, exactement ce que seront les objectifs thérapeutiques. On a besoin de Mhm. savoir quels sont les besoins. Et ça, parfois les soignants, peut-être qu'ils s'en rendront pas compte, mais en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est: «Moi, j'ai besoin de savoir de quoi vous avez besoin en termes de contenu, sur quel thème vous voudriez travailler. Est-ce qu'il y a, des choses que je dois prendre en compte comme, des sujets à ne pas aborder, des couleurs ou des stimuli qui peuvent être, inadaptés?» Et voilà, en fait, il faut poser des questions, et faire comprendre nos besoins. Je pense que c'est ça. Mais c'est un peu compliqué. Je me mets dans les baskets de part et d'autre, de poser ces questions-là. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que les sujets à ne pas aborder ou quels sont vos besoins en termes de contenu. Si c'est quelqu'un qui est allé juste voir le musée de la saucisse, il va pas te dire j'aimerais bien plutôt de l'art moderne et de l'abstrait ou tu vois Oui, mais comment faire accoucher de ça? Est-ce que tu y arrives avec un ensemble d'exemples en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, parlez-moi un peu, tu vois? ça peut être ça, mais surtout ça peut être, là je parle dans une visée par exemple thérapeutique, ça peut être en fait, quelqu'un qui veut travailler, quelque chose en particulier comme, je sais pas, la réhabilitation psychosociale, peut-être Mm. qu'il c'est quel thème il va aborder. En fait, ils ont quand même l'habitude de construire pour, là je parle plutôt pour la psychiatrie, mais ils ont l'habitude de construire des séances sur des thèmes. Donc en Mm. fait, est-ce que le thème c'est les émotions? Est-ce que le thème c'est, je sais pas, les jours de la semaine? J'en sais rien, mais en fait, on peut y arriver par d'autres moyens que le musée, par les thématiques. Après, pour des pathologies, plus physiques, ça peut être: de quoi ont besoin vos patients? Est-ce qu'ils ont besoin Mm. d'apaisement? En fait, voilà, on n'a pas besoin d'œuvres précises. On peut, aborder des thèmes de manière générale. Est-ce que vous pensez que vos patients, ils ont besoin d'être apaisés? Est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin plutôt de parler, et cetera? Et avec ça, en effet, on peut proposer, par exemple, venir avec des œuvres à proposer en disant: «Est-ce que vous pensez que cette œuvre, elle serait adaptée?» Il faut quand même aussi, se méfier de quelque chose. Alors je vais aller à l'encontre du discours que je viens d'avoir, c'est, de trop vouloir adapter. Et c'est pour ça que ça doit se faire en dialogue avec les soignants aussi. Oui, il y a des choses à pas aborder et à éviter, mais parfois, on en fait trop et malheureusement, on Mm. prive certaines personnes d'un certain contenu. J'avais, parlé avec, Éric Vidal, qui est médiateur au musée des abattoirs à Toulouse et qui, reçoit les patients parfois du docteur Emmanuel Gallet, qui sont des patients notamment schizophrènes. Et il disait qu'il s'était posé la question d'adapter ou ne pas adapter le discours, qu'est-ce que je dois montrer pour pas déclencher de crise, etc. Et en fait, il y est allé crescendo. C'est-à-dire qu'au début, il est dans un musée d'art contemporain. Au début, il a montré des œuvres un peu consensuelles, mais petit à petit, il a rajouté des œuvres qui bousculent un petit peu plus, etc., tout en étant en dialogue avec le soignant sur est-ce qu'il y a des stimuli à éviter qui déclencheraient automatiquement une crise. Et finalement, il a fini par ne plus adapter. C'est-à-dire que ces personnes-là sont confrontées aux mêmes œuvres que le public classique, et ça, c'est pleinement de l'inclusion, en fait. Parce qu'il a pu le faire, et parce qu'il y allait crescendo, et parce qu'il a fini par créer une confiance aussi avec ces patients-là. Mais Et aussi une confiance chez lui. oui, bien sûr, une confiance en lui aussi. C'est-à-dire que Mm. ça lui a fait se poser beaucoup de questions. On ne peut pas se former à toutes les pathologies. Donc lui, en dialogue avec le soignant et en
en faisant crescendo sur ces séances et en testant plusieurs choses, etc., en fait, il est arrivé à une non-adaptation quasiment. Il dit même dans le discours, il adapte presque pas. Parce que, et en fait, il fait finalement une visite presque lambda. Et c'est pas possible avec tous les publics, on est d'accord, hein, mais pour autant, parfois on a tendance à trop adapter, à supposer, et en fait, il faut avoir, je crois que c'est Véronique Lefebvre-Desnoëttes qui disait ça, une présomption de compétence. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant de s'appuyer sur des professionnels de musée qui ne sont pas thérapeutes forcément et qui ne connaissent pas la pathologie forcément qu'ils ont en face. J'avais l'histoire aussi d'une médiatrice au musée d'art moderne de Paris qui recevait un groupe d'enfants autistes. Et à un moment, il y a un des enfants qui se lève, qui pointe le tableau et qui dit rouge, quelque chose comme ça. Et elle est dans sa visite, elle dit bah oui, oui, c'est rouge, tout ça. Et elle continue sa visite. Bon. Et à la fin, les soignants viennent la voir et lui disent ah ben cet enfant, il est non-verbal complet, on ne l'avait jamais entendu parler avant aujourd'hui. Mm. Et voilà, et en fait, elle ne s'est pas rendue compte, mais aussi du fait qu'elle ne savait pas, elle n'a pas empêché ce moment d'arriver. Elle n'a pas présumé que cet enfant ne pouvait pas parler. Donc finalement, la porte de parler s'est ouverte. Donc c'est aussi ça, il faut être au courant. Nous, c'est ce qu'on faisait avec Culture Hôpital. On mettait au courant, bien sûr, que les personnes qui y étaient accueillies étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Mais on avait toujours des groupes aidants-aidés et on disait jamais qui étaient l'aidant, qui était l'aidé. Parce que ça permettait que les médiateurs, alors parfois c'était évident qui était l'aidant, qui était l'aidé, mais parfois pas. Et ça permettait que le médiateur s'adresse de la même manière à tout le monde. Et donc J'aime beaucoup ce que tu dis. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, Mais non, je disais que j'aime beaucoup parce que dans mon expérience, en fait, j'enseigne la plupart du temps la pleine conscience. Et dans cet enseignement de pleine conscience, on peut avoir des groupes pour des maladies spécifiques, par exemple la sclérose en plaques, le cancer, ainsi de suite. Et ça fait plus de 15 ans que j'enseigne et que je supervise les personnes qui apprennent à enseigner la pleine conscience. Et quand on a des groupes mixtes, tels que tu les décris, on touche à notre humanité commune et on n'est pas identifié par notre pathologie. Et ça fait un bien fou d'être juste un humain parmi les autres plutôt que d'être reconnu par son pathologie. Parce qu'il y a plein de gens qui vont déjà s'adresser à ces personnes par leur pathologie. Oui, et puis c'est tout l'intérêt pour moi de sortir du lieu de soins pour les personnes. C'est Tout que à fait. elles sont, et il faut les accueillir au maximum qu'on peut. Bien sûr qu'il faut adapter, mais au maximum qu'on peut comme des personnes lambda en fait, parce que elles vont sortir du milieu de soins, elles vont être incluses comme des personnes normales, parce que c'est des personnes normales avant d'être une pathologie, ce sont des personnes. Tout à fait. Et en fait, c'est une lutte. Ça, c'est le docteur Emmanuel Gallet en fait, il a co-dirigé ma recherche et il m'a beaucoup aidé, mais c'est la lutte contre la stigmatisation et l'auto-stigmatisation. C'est-à-dire, c'est des personnes qui parfois vont se mettre elles-mêmes à l'écart du fait de leur pathologie et vont elles-mêmes s'interdire de faire des choses du fait de leur pathologie. Et en fait, c'est leur montrer que, bah non, en fait, elles peuvent continuer à aller au musée, elles sont les bienvenues. Et en fait, elles peuvent être accueillies comme tout un chacun et on peut leur délivrer un contenu de qualité comme tout un chacun. Donc, ça, c'est important pour la confiance en soi, pour l'inclusion, pour toutes ces questions-là. Et en réalité, ça a un vrai impact sur la santé. Est-ce que je peux te demander, quand, par exemple, là, je suis un musée et je veux mettre ça en place, je suis plein de bonne volonté et tout, comment je m'adresse à qui je m'adresse pour mettre ce type de projet en place et inversement, je suis une association ou un professionnel qui a vraiment envie de mettre en place soit du care, soit du cure, par où commencer? Oui, c'est un peu la question clé. Je dirais, si on est une institution muséale et qu'on veut commencer, donc on va aller s'adresser soit à des associations, Mhm. si on a
sur notre territoire. Si on a des associations qui font ce type d'action, il y en a plusieurs quand même. Donc ça peut marcher. Ou alors, on peut aller s'adresser directement aux institutions de soins. Aujourd'hui, il y a quand même quelques institutions de soins qui ont des chargés d'action culturelle. Je pense que c'est ça le titre. Ces personnes-là, elles sont chargées en fait de mettre en place des actions à l'hôpital en lien avec la culture, etc. Alors tous les hôpitaux n'en ont pas, hein, évidemment les petites cliniques ou les petits hôpitaux n'en ont pas. Ça peut être un premier dialogue. Et sinon, alors j'aurais tendance à dire peut-être les cadres de santé, même s'ils sont complètement sous l'eau, donc je ne sais pas exactement s'ils ont le temps de s'adresser à ça. Mais souvent, en fait, ce qui se passe dans la mise en place de ces partenariats, c'est que c'est deux personnes qui ont une volonté commune. C'est-à-dire que du côté soignant, il y a un intérêt pour ça. Du côté musée, il y a un intérêt pour ça. Et ces deux personnes se rencontrent et ça permet de faire des beaux projets. Je dirais que c'est ça. Les interlocuteurs dans les institutions de santé, moi, en tant qu'association, je passais par les chargés d'action culturelle ou les cadres de santé ou les personnes qui sont un peu dirigeantes, en fait. Peut-être pas le directeur, mais des personnes qui sont en dessous. Très souvent, en fait, ça démarre par un mail. C'est bête, mais parfois, on se met des obstacles. Je ne vais pas en dire pour rien, mais c'est juste on se laisse tétaniser par le fait qu'on ne sait pas par où commencer. Mais parfois, il faut simplement trouver un mail, envoyer un mail, et c'est une bouteille à la mer. Et potentiellement, ça va marcher. Il peut y avoir aussi on peut aussi aller rencontrer des gens si on veut vraiment mettre en place. Il y a par exemple lors de forums, il y a des forums de santé. Ça peut, pourquoi pas, être une porte d'entrée aussi, d'aller directement dans ces forums-là, aller rencontrer les professionnels d'hôpitaux, etc., dire ce qu'on voudrait mettre en place, qui on est, parler du sujet. Et en fait, la rencontre en face à face, ça crée forcément plus de liens, c'est toujours beaucoup plus simple. Et ça peut être une solution. Nous, en tant qu'association, on allait beaucoup dans les forums, soit de santé, par exemple, on allait à Santexpo, mais on n'avait pas de stand. C'est simplement, on allait se balader et on allait voir les professionnels de santé directement, leur parler de ce qu'on faisait. Du côté, si on est une institution de santé ou une association et qu'on veut mettre en place quelque chose dans un musée, c'est souvent les chargés des publics. Chargés des publics, alors santé, ça commence à exister, les chargés de public santé. C'est rare, mais ça commence. Donc, en général, il y a des chargés de santé, des chargés des publics champ social et accessibilité, souvent. Ça peut être champ social et handicap, ou ça peut être chargé des publics handicap. Très souvent, c'est ça. Nous, en tant qu'association, avec l'association, on était souvent associés soit au champ social, soit au handicap, suivant les institutions. Et c'est principalement avec eux qu'on monte les projets. Moi, je recommande, quand c'est possible, de faire des rendez-vous en personne, ou au moins en visio si on peut, parce que le dialogue, il est quand même beaucoup plus simple et on peut mieux s'exprimer comme ça. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, je pense, précieuse pour les personnes qui veulent démarrer d'un bout à l'autre. Donc, une autre question qui me vient. Oui, dis-moi. Non, j'allais juste rajouter, c'est des projets qui sont souvent, au tout début, très individu dépendants. C'est des projets qui très souvent partent de l'initiative d'un chargé des publics ou de l'initiative d'un soignant ou d'un chargé d'association, et qui se rencontrent et en fait, ils mettent quelque chose de super en place. Ce qui est important après, c'est de réussir à le pérenniser. Donc, à faire des conventions de partenariat, à faire connaître le projet à sa direction, à montrer l'importance de ce projet-là, à communiquer, documenter au plus qu'on peut pour que ce projet, même si un des deux interlocuteurs part, il puisse se pérenniser ensuite. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de projets qui se perdent. Ce que j'ai compris, c'est que tu disais, Leslie, c'est très, très dépendant des personnes qui le mettent en place. En général, au début, oui. Mais il y a aussi un autre paramètre dont on n'a pas parlé, c'est le budget. Ouais. Qui c'est qui porte le budget? Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Alors, encore une fois, ça dépend. Nous, en tant qu'association, ce qu'on faisait, c'est qu'on montait des conventions de partenariat. Souvent, en fait, on était sur des budgets des musées qui sont des budgets pour le champ social.
Donc qui est en fait des musées pour accueillir, inclure et pour la démocratisation culturelle en fait, qui sont ces budgets qui ont été, prévus pour la démocratisation culturelle. Ce qu'on faisait, c'est des conventions de partenariat dont nous, en échange, on proposait des formations en fait, aux professionnels, du musée. Ça pouvait être aux médiateurs, mais ça pouvait aussi être, aux, agents d'accueil, aux agents de sécurité. Donc en fait, c'était un échange de bons procédés en quelque sorte. On bénéficiait par exemple, on discutait avec le musée, hein, mais on disait: «Bon, bah, par exemple, on a le droit à 3 visites, par an dans votre musée et en échange, on propose tant d'heures de formation». Donc voilà, ça c'était des conventions de partenariat, c'est un échange de bons procédés. Il y a aussi, certaines actions qui sont mécénées, donc où là, on va aller chercher, du mécénat, pour financer telle action. Il y a des appels à projets, qui parfois, peuvent être aussi, financeurs. Nous, c'est vrai qu'avec l'association, on répondait aussi beaucoup à des appels à projets, pour financer certaines actions. Il y a quand même plusieurs solutions. Donc, en gros, les budgets de base du musée pour démocratisation culturelle, etc. Les échanges de bons procédés avec des conventions de partenariat, qui sont du donnant-donnant, en fait, et le mécénat. Mécénat et appel à projet, je les mets un peu ensemble, mais voilà, et les appels à projet, ça fait 4. C'est quand même plusieurs actions. Alors évidemment, le mécénat, appel à projet, ça demande plus de démarches et on espère qu'on remporte l'appel à projet ou on espère qu'on trouve un mécène pour financer l'action. Mais c'est quand on n'arrive pas à avoir les 2 premières solutions. Ça reste des solutions. Bien sûr, bien sûr. Très chouette. Je propose qu'on puisse pas. Oui? Ouais, juste et aussi, parfois, il y a certains, parce que là, j'ai dit côté musée, mais côté institution de santé, parfois, ils ont des budgets aussi, notamment du côté des EHPAD. Parfois, alors c'est des très petits budgets, hein, mais parfois, ils ont des budgets, pour les actions culturelles et cetera et ils peuvent un petit peu, quand même, cofinancer en quelque sorte. D'accord. Donc, j'entends à la fois que ça peut être long. C'est pas du jour au lendemain. C'est des choses où on commence aujourd'hui. C'est comme pour toutes les actions dans la culture. Il faut compter 6 mois, 1 an, voire plus pour que ça puisse aboutir. Et à la fois le fait que, comme il y a plusieurs possibilités, ça permet quand même de pouvoir multiplier les sources et pouvoir avoir quelque chose de valable par cette diversité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse échanger maintenant ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que, Leslie, tu as encore envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Je crois pas. Peut-être ça me Alors, viendra après. il y a une chose que moi j'ai oublié de dire, c'est que si vous êtes sur Paris, je pense que pour Jasmine, c'est pas le cas. Vous venez de Canada, mais en tout cas, si vous êtes sur Paris, le 11, on est parmi les finalistes d'Art Explora. Et tu ne seras pas encore là, Leslie. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email et je vous enverrai avec plaisir un lien pour que vous puissiez participer à la remise des prix. J'espère que ce sera nous, mais peut-être pas. En tout cas, c'est très chouette. Ça se passe dans un très bel endroit à Paris qui est l'Hôtel des Monnaies. Et puis, si ça vous intéresse, je vous invite à également consulter notre site parce qu'il y a un événement avec le musée Camille Claudel le 8 décembre pour son anniversaire. Donc, on l'a mis exprès à 17h, c'est un dimanche et ça à 17h, pour que les personnes qui sont au Québec puissent participer aussi, parce que c'est 9h du matin, ça permet de bien commencer sa matinée avec
avec une chouette méditation. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'ai un peu comblé pour avoir aussi, ne pas oublier de vous dire ces deux choses-là. Ça me fera plaisir de vous revoir dans ces deux occasions. Qu'est-ce qu'il y a comme question de votre part? Il y a Chloé qui a dû partir. Anne, Ouais. c'était... Vous m'entendez bien? Oui, bonjour, on vous entend très bien. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Je mets la caméra juste. J'avais peur qu'au niveau de la bande passante, ce soit un peu compliqué. Moi, j'avais juste une question par rapport aux compétences et puis peut-être à la répartition des rôles parfois, selon l'action, le projet proposé entre les médiateurs de musée et les personnes professionnelles de l'art-thérapie, par exemple. Parce que dans Ouais, l'exemple que tu donnais, Leslie, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé pour une association qui formait des médiateurs à prendre en charge eux-mêmes, en fait, c'est ça, des visites ou des médiations? non, on faisait ça aussi, mais nous, en fait, on était une association qui accompagnait des personnes atteintes de maladies neuroévolutives et leurs aidants à travers des actions culturelles. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait en place ces actions et on les accompagnait. Nous, on était toujours sur place pour les visites au musée. En fait, il y avait des médiateurs et il y avait des personnes de l'association qui étaient présentes pour gérer s'il y avait un problème, en fait. Donc, le médiateur restait dans son rôle de médiateur et nous, on gérait la sécurité en quelque sorte du groupe. Après, oui, on proposait aussi des formations parce que malgré tout, même si on est là et même si le médiateur sait très bien faire son métier, c'est quand même des pathologies sur lesquelles il faut avoir au moins quelques points d'attention. Et donc, en fait, on proposait des formations aux médiateurs, mais aussi aux agents d'accueil et de sécurité, pour qu'ils soient au courant de qu'est-ce que c'est ces pathologies, qu'est-ce que peuvent être les points d'attention. Après, c'était des formations assez courtes. Il y a des médiateurs qui sont formés de manière bien plus longue et bien plus approfondie sur certaines pathologies. Nous, c'était des formations courtes, c'était des sortes de sensibilisation, en fait, à qu'est-ce que c'est que cette maladie, quels problèmes on peut rencontrer quand on est même pas avec un groupe, mais quand on est agent de sécurité, agent d'accueil, par exemple, ou quand on est médiateur, et quelles sont les choses à adapter ou à ne pas adapter, et répondre aux questions surtout. Je pense que ces sensibilisations, on avait un petit temps où on expliquait ce que c'était ces maladies et les points d'attention, mais il y avait aussi un grand temps d'échange où là, on répondait parfois aux appréhensions que pouvaient avoir les professionnels en face de nous. Et donc, du coup, la répartition des rôles. Alors, les art-thérapeutes, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont dans les musées, ou qui interviennent au musée ou qui sont dans les équipes, et ça, c'est chouette. Moi, je ne peux pas trop parler d'art-thérapie, je ne sais pas, je ne connais pas trop, en fait. J'ai surtout étudié vraiment la muséothérapie. Aujourd'hui, l'art-thérapie et la muséothérapie ont tendance à se chevaucher en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a des art-thérapeutes qui sont dans les musées, qui font des séances purement sur le musée et qui ensuite vont aller pratiquer quelque chose d'artistique. Mais l'art-thérapie, à l'origine, c'est une pratique artistique qui sert à un accompagnement thérapeutique. Voilà. Donc, ça se chevauche aujourd'hui. Mais on peut très bien faire de la muséothérapie ou du care au musée sans avoir la pratique artistique à côté avec les art-thérapeutes. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu à part, l'inclusion des art-thérapeutes au musée, c'est encore d'autres programmes. C'est super, ça fait partie du care au musée, mais c'est encore autre chose. Mais on peut aussi avoir des visites avec des médiateurs formés si on a besoin. Pour certaines pathologies, c'est nécessaire. Avec des médiateurs qui font simplement leur métier de médiateur. Et à ce moment-là, c'est mieux, en effet, et je pense même que c'est nécessaire, d'avoir des accompagnateurs qui gèrent la sécurité du groupe et ne laissent pas le médiateur démuni, comme on disait tout à l'heure. Pour moi, elle est là. Chacun reste un peu dans son rôle, en fait. C'est simplement, on essaie de trouver un langage commun, on se forme si besoin pour faire quelque chose d'un peu adapté, mais chacun reste quand même dans son rôle. Pour moi, c'est ça. Après, c'est Pour l'idéal. compléter. Ah, vas-y. Non, vas-y. Pour moi, non, c'est juste ce que je dis, c'est que c'est l'idéal. Je suis bien consciente que
tous les programmes, malheureusement, ne peuvent pas se mettre en place dans l'idéal. Pour moi, pour abonder dans ton sens, ça m'est arrivé alors qu'on n'est pas du tout dans l'aspect cure, que c'est mindful art, c'est vraiment quelque chose qui est là pour créer une connexion émotionnelle entre une œuvre et une personne et personnelle. C'est arrivé qu'avec une œuvre qui est une œuvre assez douce parce que c'est le bon samaritain, quelqu'un ait des palpitations, se sente pas bien, parce qu'elle y voyait un gisant qu'elle aurait tenu dans les bras il y a plus de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Donc, il y a aussi des inattendus qui arrivent. Donc, c'est un peu à la fois dire que c'est important de faire appel à des personnes spécialisées, ça vient un peu contredire ce qu'on disait avec Clémence, qui était oser expérimenter. Oui. Mais c'est expérimenter en ayant les gardiens pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va. C'est-à-dire, de mon regard de psy, si je vois qu'il arrive quelque chose, je peux le gérer. Et c'est assez inconfortable pour et le groupe et pour les personnes du musée de se trouver dans un rôle pour lequel ils ne sont pas habitués. Donc, il faut prendre soin de sa sécurité. Et quand tu parlais, Leslie, de ta session de sensibilisation, pour moi, ça fait partie de ce cadre de sécurité qu'on offre à chacun. Tiens, je vois des personnes arriver, ils se sont complètement perdus dans le musée parce qu'ils ont l'Alzheimer, ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont. Comment je pourrais leur parler? Oui, mais c'est même des choses, tu vois, c'est aussi pour éviter des problèmes. Par exemple, les agents de sécurité, pourquoi on les formait? Parce que parfois, on a des personnes atteintes d'Alzheimer qui ne veulent pas donner leur sac pour les contrôler. Parce que pour elles, c'est important de le garder et c'est très compliqué de le laisser, en fait, de le laisser fouiller. Ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire ça, ils peuvent se sentir attaqués et à ce moment-là, ça peut créer vraiment une situation de conflit. Et donc, prévenir les agents de sécurité que ça peut arriver, ben déjà, ça désamorce la chose. Ça veut dire que l'agent de sécurité, quand ça va lui arriver, il ne va pas être surpris et il va le prendre de manière plus calme, puisqu'il va s'attendre à cette situation. Enfin, ça va pas le déstabiliser, en fait. Et donc, il va pouvoir répondre plus calmement, avoir une attitude et un langage qui est plus calme, et donc amener la personne gentiment à lui faire confiance et à lui donner son sac, potentiellement. En tout cas, il ne sera pas complètement démuni face à la situation parce qu'il en aura entendu parler. Et rien que ça, et même pour nous, c'est très confortable d'aller dans des institutions où les agents de sécurité, de surveillance et les médiateurs ont été formés ou au moins sensibilisés. Parce que du coup, ils savent que le sourire, c'est important, ils savent que être calme, c'est important, que toute l'attitude est encore plus importante avec ces personnes-là. Et donc, on est d'autant mieux accueillis, en quelque sorte. Je vois que Nadine a aussi une question. Bonjour Nadine. On ne vous entend pas. Je pense que le micro est coupé. Ah, et là, est-ce que vous m'entendez? Oui? C'est parfait. C'est parfait. Bonjour. Alors, je suis un peu ennuyée parce que je n'ai pas pu assister au tout début de l'intervention. Je travaille à l'hôpital, donc j'étais en atelier, mais je suis contente de ces échanges. Donc moi, je suis art thérapeute en médiation art plastique. Je travaille en hôpital en addictologie, en service d'addictologie, et également avec des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer ou qui sont assimilées. Donc c'était pour rebondir un peu sur l'échange démarré par Anne. Alors déjà, j'apprécie la manière dont Leslie parle de muséothérapie et art-thérapie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes champs. D'ailleurs, muséothérapie, le mot thérapie quand même pose beaucoup de questions, notamment pour nous, les art-thérapeutes, parce que en quoi on parle de thérapie? Qu'il y ait du care, qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait une médiation, mais bon, j'en ai déjà parlé longuement avec Nathalie Bondy, mais c'est vrai que cette notion de thérapie, moi, elle m'interpelle parce que la thérapie, c'est fait pour soigner. Êtes-vous là pour soigner? Êtes-vous là pour apporter du soin?
au musée, c'est ça la question qui se pose. Et donc, du coup, le chevauchement, moi, me semble une dynamique assez intéressante parce que elle permet ces échanges entre ces deux univers. L'art-thérapie, ça date de l'entre-deux-guerres, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et en effet, c'est l'utilisation d'une pratique artistique, enfin plus précisément du processus de création en vue d'arriver à un processus de transformation psychique. Donc on est bien dans une psychothérapie ou une thérapie à médiation artistique. Donc c'est vraiment des mondes différents. Et donc c'est intéressant cette vision de chacun son rôle. En effet, moi je travaille avec des musées. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2019 avec la Fondation Louis Vuitton. Et pour moi, l'idée, c'était que le musée est un lieu, est un écrin, mais un écrin un peu spécial pour un accueil. C'est un lieu un peu spécial parce que derrière, il y a beaucoup de symbolique. Et que, évidemment, on le disait à travers l'exemple de Marjane, une personne qui peut avoir une réaction très, très émotionnelle face à une œuvre, et ben, c'est bien le principe des œuvres, c'est qu'elles provoquent quelque chose. Le problème, c'est quand on a des personnes qui sont dans une situation psychologique particulière et de détresse, on peut arriver très vite à une décompensation. Et là, si on n'a pas les outils, on ne peut pas accompagner. Donc, c'est aussi intéressant. En effet, s'il y a une art-thérapeute ou une psychologue, quelqu'un qui est de la famille du soin, je pense aux personnes âgées. Pour moi, personnes âgées, il faut absolument des repères, surtout quand on a une perte de repères. Maladie d'Alzheimer, si vous n'avez pas votre référent, c'est très compliqué. On a emmené par exemple un groupe au château de Versailles. La première fois, on a fait l'erreur de prendre des soignants qu'ils connaissaient, mais pas le référent. Ça a été très, très, très difficile. Mais on a réussi à trouver une solution et finalement, ça s'est géré. Donc, vous voyez, même de notre côté, parfois, on est un peu optimiste. Mais la réalité, c'est qu'en sortant une personne de son lieu de vie, si elle n'a pas ses repères, alors même si elle me connaissait, puisque je la voyais toutes les semaines, mais je n'étais pas la personne qui prenait soin d'elle littéralement, physiquement. C'est-à-dire, je n'étais pas la personne qui la changeait. Donc, voilà. Alors, où je voulais en venir, c'est cette question du rôle et de qu'est-ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai emmené d'abord un groupe en addictologie à la Fondation Vuitton. Et pour moi, l'idée, à la base, quand je suis allée à la rencontre de cette institution, je voulais juste un lieu pour qu'on importe l'atelier et son cadre dispositif dans un lieu culturel, tout simplement pour créer quelque chose de l'ordre de la renarcissisation, c'est-à-dire de l'ordre de l'estime de soi, quelque chose, un lieu qui symboliserait davantage la notion d'art et d'artistique que ne l'est l'hôpital. Et puis c'était surtout pour un groupe ambulatoire, c'est-à-dire des personnes qui sont suivies en dehors de l'hospitalisation, donc le après-soin, pour que le soin ne se passe pas que à l'hôpital. Et donc l'idée, c'était implicitement de leur dire on peut continuer la psychothérapie en dehors de l'hôpital. Voilà. Donc c'était une aventure très intéressante. Oui. Et la question oui. La question que et je votre pose. Question oui. Moi, c'était pas la question, c'était plus pour répondre à Anne. D'accord. Peut-être. Okay. Non, mais rapidement. Et du coup, finalement, c'est l'institution qui nous a proposé de faire une visite en amont, chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Et aujourd'hui, on s'accommode de ces visites et on les utilise pour créer une meilleure compréhension par les patients de ce qu'est un processus de création en vue de les amener à l'entrée dans un processus de création dans le cadre des ateliers d'art-thérapie. Donc, c'était plus pour réagir par rapport à ce que vous disiez, un peu l'idée du syndrome de Stendhal et ces décompensations qui font qu'on a besoin de professionnels. Et pour répondre donc à Anne, tout le monde ne peut pas accompagner et faire des ateliers d'art-thérapie. Maintenant, des ateliers créatifs en lien de la médiation, ce qui est le travail dans les musées, évidemment, ça, c'est très, très intéressant. Et une dernière chose, moi, je suis parfois un peu gênée parce qu'on parle des publics, mais en réalité, quand on regarde un peu toutes les questions de droit culturel, tout le monde, quelles que soient ses problématiques psychiques ou autres, a accès ou devrait avoir accès au musée. Et c'est bizarre d'entrer parfois par cette entrée étiquetée, on va dire, j'ai telle maladie, hop, ben alors dans ce cas, j'entre dans tel programme. Mais ça, c'est juste pour moi, je trouve que c'est étrange. Et en même temps, comment mieux accompagner des personnes c'est forcément faire le travail de sensibilisation que vous avez proposé et qui me semble très, très pertinent et qui devrait être existant partout. Parce que dans tous les groupes, quels qu'ils soient, sans être des publics sensibles, il y a forcément des personnes
qui pourront réagir, l'a indiqué Marjane. Voilà, désolée, j'avais pas de questions, mais je voulais juste, Non, pas de souci. si ça vous a c'est très éclairé. riche. Mais Voilà. je trouve ça intéressant ce que vous avez dit de les visites au musée préalable quand on parlait du dialogue entre les soignants, comment mettre en place un dialogue entre professionnels de soignants et professionnels de la culture. Bah, par exemple, pour des soignants, pouvoir leur proposer une visite au musée préalable s'ils ne sont pas familiers des musées, ça c'est génial. Quand c'est possible, c'est super. Parce que justement, on leur fait découvrir l'intérêt des collections, les salles. Eux aussi, ils peuvent se rassurer, vérifier si c'est accessible, si ça répond aux contraintes de leurs patients. Ça, c'est des choses qui sont rassurantes et qui sont chouettes. On ne peut pas toujours les mettre en place, mais on peut, c'est génial. Nous, on avait mis en place, avec l'association, on avait mis en place des ateliers de dramathérapie au musée Carnavalet, et notamment aussi du côté du musée. Ils avaient absolument voulu faire cette visite parce qu'ils voulaient absolument que le dramathérapeute soit formé à leur collection, tout simplement, pour s'appuyer comme il faut sur le musée et tenir un discours qui soit cohérent avec le discours du musée. Donc ça avait aussi servi à ça, ça avait servi à former le dramathérapeute aux collections du musée. Ils avaient envoyé aussi beaucoup de ressources pour qu'ils puissent, parce que le principe de l'atelier, c'était un temps dans une salle du musée, et un temps en atelier. Et donc là, il fallait l'idée, c'était vraiment de faire le lien avec le musée, de ne pas juste faire de la dramathérapie dans le musée, mais vraiment d'avoir un lien avec les collections du musée Carnavalet. Donc il y avait eu, oui, je trouve ça très intéressant. Et la muséothérapie, Nadine, on a parlé un peu de la différence entre cure et care tout à l'heure. Je disais que pour moi, la muséothérapie, c'est forcément en collaboration avec des professionnels médicaux ou paramédicaux, et où il y a un suivi en fait thérapeutique. Mais c'est rare comme programme. On a beaucoup plus de programmes de care aujourd'hui que de programmes de cure, forcément. D'accord, merci. Oui, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est dans ce qui a été amené, c'est l'aspect on démarre quelque part et on ne sait pas comment ça va évoluer, avec quel public, comment on peut prendre on peut essayer de prendre des précautions, mais il peut y avoir des dérapages. On travaille avec la matière humaine, même si on essaye de colmater. Et je pense que il y a cette idée que la santé, c'est quand on arrive à se régénérer après un problème. Et donc, il faut qu'on puisse être prêt dans ce genre de programme à ce qu'il y ait, on travaille avec la matière humaine, à ce qu'il y ait des choses qui dérapent, hein, et qui sont rattrapées, qui sont améliorées, qui sont construites. C'est une forme organique et je pense que c'est en cela aussi que c'est très différent des projets qui peuvent avoir, que les musées peuvent avoir l'habitude de mettre en place. En fait, c'est des projets vraiment sur mesure pour moi. Et qui sont toujours. Mais en fait, on a eu déjà ce modèle-là dans les musées avec tous les programmes champs sociaux, où on s'appuie sur des relais du champ social, où on s'appuie sur des acteurs de terrain qui connaissent leur public et qui connaissent leurs problématiques spécifiques. Donc en fait, ces programmes spécifiques, on en a déjà mis en place avec d'autres types de publics. C'est simplement que là, on touche à la santé et donc oui, il y a aussi d'autres points d'attention. En fait, c'est simplement ça pour moi. Mais c'est toujours des projets un peu sur mesure, donc qui, oui, sont longs à mettre en place. On ne pourra jamais faire, enfin, peut-être qu'on pourra, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre qu'on arrivera un jour à faire un programme qui correspond à tout le monde, sur lequel on peut toucher des milliers de personnes par an. C'est quand même des projets sans qu'il y ait aucun souci. Ouais, et puis pour moi, c'est du sur-mesure, c'est s'adapter au public, s'adapter à la pathologie, s'adapter aux besoins des soignants. C'est quand on fait dans la muséothérapie, ou s'adapter aux besoins du public tout simplement et de leurs particularités. Mais c'est aussi un des problèmes qui a été remonté par des professionnels de musée, c'est qu'on leur demande un peu des comptes, souvent sur ces programmes, en disant mais ça a touché combien de personnes? En fait, c'est pas ça la question. Parce que oui, ça a touché 25 personnes. Et du coup, en termes financiers, en termes d'investissement, il y a des gens qui disent bah oui, mais je ne vais pas financer, par exemple pour le mécénat, je ne vais pas financer un programme qui touche que 25 personnes. Mais en fait, si. Parce que l'idée, c'est de se dire, ça a un retentissement au-delà. Les arguments qu'on peut amener à ce moment-là, c'est de dire, alors oui, ça touche que 25 personnes, mais déjà, c'est 25 personnes, c'est déjà énorme. C'est quand même 25 personnes qu'on accompagne et desquelles
on aide à se sentir mieux, c'est déjà pas mal. Et puis au-delà de ça, et ça c'est ce qui manque aujourd'hui sur ces programmes-là, en communication, en données, etc., on participe à quelque chose de bien plus grand, en fait. On participe à la multiplication de ces programmes, on participe à la recherche sur ces programmes. On peut, en fait, participer enfin, c'est des arguments, moi, que je pense qui peuvent être amenés, c'est-à-dire on participe à un mouvement qui va bien au-delà, en fait, du musée en lui-même. On est sur la qualitatif et non pas quantitatif. Et quelqu'un dont la dégénérescence, par exemple, cérébrale est retardée, c'est d'autant moins qui vieillit mieux, c'est d'autant de qualité à gagner, à la fois pour la personne et pour la sécu. Je pense que ça aussi, ça fait partie des arguments qui peuvent être tout à fait là. Je vois que l'heure tourne. J'espère que vous... Est-ce qu'il y a encore une toute dernière question? Sinon, ça va pour tout le monde? D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. J'espère que j'ai pu répondre à certaines attentes. Merci, c'était très intéressant. Pardon, Jasmine, on a parlé en même temps. Non, mais je veux juste vous remercier. J'ai pris des notes, c'est super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci à chacune d'avoir été là pour cette séance. Je vais vous envoyer un petit survey pour recueillir vos informations, vos souhaits pour les prochaines séances. C'est important pour nous. On va continuer ces séances en 2025. Il va y avoir 2 musées qui vont venir de Genève. Musée Ariana et le musée d'histoire. Et voilà, il y a plein de personnes super passionnées par le domaine qui vont venir. Merci à toutes et à tous. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à tout bientôt.